Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment utiliser le nouvel outil d'OpenAI, Agent Builder, qui va détruire n8n. Alors pas du tout, ces deux outils, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont rien à voir. Rien à voir. D'un côté, on a Agent Builder, qui est vraiment un agent conversationnel. Il a été créé par OpenAI en actuellement 8 semaines, en partie en no-code, et le peu de fonctionnalité qu'il a, c'est pour faire de l'agent conversationnel. Versus n8n, qui se veut être le leader sur le marché en termes d'automatisation, que ce soit des automatisations avec de l'IA, ou avec des automatisations sans IA. Et je tiens à appuyer ce dernier point, parce que les automatisations, pour des cas concrets de business, on a envie de limiter au maximum possible l'impact de l'IA dedans, car l'IA ajoute des hallucinations, ça ajoute des coûts supplémentaires, et c'est une difficulté pas possible à maintenir. Alors ça, c'est le cas actuel pour le moment, et je tenais à faire le point là-dessus. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto complet de cet Agent Builder. Dans un premier temps, on va voir un petit peu toutes les features. Ensuite, on va voir un peu les workflows qui ont été mis en place en tant que template par OpenAI. On va voir ce qu'il nous propose de faire. Et enfin, on fera un petit exemple cas pratique dans lequel je vais essayer de créer un agent de support pour un coffee shop. Allez, on perd pas de temps, on va voir ce que ça va donner et on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Bon allez, on est tout de suite parti sur AgentKit, du coup qui s'appelle sur OpenAI Agent Builder, et en fait c'est tout simplement un nouvel onglet qui apparaît dans votre espace personnel, donc plateforme OpenAI, et quand vous allez dessus, vous avez la possibilité de pouvoir créer un workflow directement. Vous pouvez aussi avoir des workflows qui sont en mode draft, donc qui ne sont pas en production, et ici vous avez différents templates qui sont fournis déjà par OpenAI, et on pourra voir ça dans un second temps. Donc là, moi dans un premier temps, je vous présenterai vraiment l'interface et un peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces workflows. Là on va créer un flow tout de suite, et on atterrit directement sur un Canva comme n8n. Donc vous connaissez un Canva, vous pouvez le déplacer comme cela, avec la petite main en bas. Ensuite, vous pouvez donc sélectionner en cliquant ici. Ici, donc, vous pouvez plus déplacer, mais vous pouvez sélectionner les modules pour pouvoir un peu les déplacer comme vous voulez. Et après, vous avez Undo, donc retourner en arrière, ou retourner, cette fois-ci, en avant. Donc ça, c'est pour annuler une manip. Donc là, par exemple, je supprime cet agent-là, je fais CTRL Z, il revient. Ensuite, sur la gauche, vous avez vraiment une partie avec tous les modules actuels disponibles. Donc là, ce sont les modules un peu comme n8n, où vous savez, vous pouvez mettre un module agent, un module start, etc. En haut à droite, vous pouvez donc dupliquer le flow, le renommer, classique aussi. Une nouvelle fonctionnalité qui apparaît, c'est la fonctionnalité d'évaluation. Ici, vous avez donc la possibilité d'évaluer votre workflow en utilisant de l'IA et en utilisant du prompting. Donc par exemple, vous pouvez créer un nouveau critère pour définir la politesse de l'agent. Si par exemple cet agent dit tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, alors c'est fine. Par contre, s'il dit tel mot, tel mot, tel mot, alors on est sur un critère qui n'est pas validé. Donc voilà, c'est le genre de critères qu'on peut faire, et ensuite on peut en créer plusieurs. Comme ça, s'il satisfait tous les critères, dans ces cas-là, on a un suivi qui est plutôt bon. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette fonction évaluer pour ça. Ensuite, la fonction code. Comme je l'ai dit plus tôt, cet outil d'OpenAI se veut être un outil d'agent conversationnel. Donc ces agents conversationnels, une fois qu'ils ont été créés, on veut pouvoir les faire discuter avec des gens. Et pour qu'ils discutent avec des gens, il faut que l'interface de chat soit intégrée, soit dans un site internet, soit dans une application. Et il faut donc passer par là. Donc là, c'est là au final où il y a du code en fait qui intervient. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'outil est hyper user-friendly. Donc vous allez voir, il y a du drag and drop, c'est hyper facile à comprendre et à mettre en place. Par contre, pour le mettre en place ensuite dans un site internet ou quoi, avec du coup le widget, là dans ce cas-là il faut des notions de code, parce qu'il faut intégrer le code directement, soit sur votre site, soit sur votre app, comme on peut voir ici. Donc ensuite on a la partie preview qui va nous permettre de tester le flow. Donc on peut échanger avec notre agent qu'on a créé et voir un petit peu s'il y a des bugs, et débugger ça tout simplement. Et la partie publiée, c'est pour passer d'un flow draft à un flow en production. Alors on va commencer avec les modules. Déjà le tout premier qui nous est obligatoire, c'est le module start juste ici. Et on peut voir que le module start, l'input de ce start, c'est la variable input as text. Et autrement dit, c'est l'information qu'on va envoyer dans le chat juste ici à notre agent. Donc la seule façon de trigger nos agents, de trigger notre workflow, c'est d'échanger avec lui dans un chat. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien un outil d'agent conversationnel, c'est qu'il n'y a pas de schedule trigger, il n'y a pas de webhook, il n'y a pas de trigger enclenché par une autre application. Le seul moyen de trigger un workflow sur cet outil, c'est de discuter avec lui. Et après, bien sûr, on a la possibilité de rajouter d'autres variables d'input, on va dire, et on peut créer des variables, donc string, donc du texte, un nombre, du booléen, donc true ou false, un objet et une liste. Donc là par exemple on peut lui initialiser une variable, donc je ne sais pas, par exemple test,
je lui donne la défaut valeur qui est 1, et faire par exemple une incrémentation au fur et à mesure du flow avec une boucle par exemple. Ensuite on a le module agent, donc on peut le drag and drop comme ça. Module agent qui voilà, correspond tout simplement au module un peu agent IA de n8n. Ici on peut le renommer, on peut lui donner des instructions. Donc instructions, vous savez, on peut faire en markdown, donc hashtag role pour dire que c'est un titre H1 qui va lui indiquer le rôle. Donc tu es un agent conversationnel, tu dois accueillir chaleureusement le client. Voilà. Hop, donc là j'ai créé son rôle. On peut ensuite inclure ou non l'historique de discussion. Donc soit on ne le coche pas, et dans ces cas-là, à chaque nouvelle interaction avec lui, il oublie qu'on a discuté avec lui. Donc typiquement, dans le cas de cet agent-là, première interaction, il va dire « Salut, tu vas bien, bienvenue sur ce site ». Et si je ne coche pas l'historique de chat, et que je lui reparle à nouveau, il va me dire « Salut, tu vas bien, bienvenue sur ce site ». Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même un agent qui réfléchisse un minimum avec un historique de chat. Dans ce cas-là, en tout cas. Ensuite, on peut choisir le modèle. Donc là, typiquement, pour ce genre d'interaction, on veut pas forcément GPT-5, on veut peut-être un GPT-5 mini, voilà, qui consomme un petit peu moins. À savoir que du coup, pour les modèles, bah, forcément, ça a été créé par OpenAI, c'est hébergé par OpenAI, donc on est limité sur des modèles d'OpenAI. Donc on a GPT-4, GPT-O3, GPT-O3 tout court, pardon, GPT-5, etc. Encore une fois, petit défaut par rapport à n8n. Sur n8n, on a accès à tous les modèles qu'on veut, du moment qu'on paye les API. Donc du coup, on a accès à une plus grande flexibilité. On peut économiser aussi ce qu'on dépense. Et chose à savoir aussi, c'est que sur n8n, on peut travailler en local. Et ça, ce n'est pas possible. Ici, tout est hébergé par OpenAI, et toutes les informations qu'on envoie sont hébergées par OpenAI. Donc, niveau sécurité, forcément, il y a un petit bémol ici pour l'outil d'OpenAI. Donc si vous voulez utiliser un agent conversationnel qui respecte des lois de sécurité d'entreprise, je vous invite à rester sur n8n, bien sûr. On va dire que l'avantage quand même de cet outil, c'est de pouvoir tester très rapidement et de pouvoir sortir une V1 d'un chatbot, mais vraiment en 15 minutes. Donc ça, c'est l'avantage de cet outil-là. Et je pense que c'est une bonne chose que cet outil arrive sur le marché, car il va permettre un petit peu de challenger les autres outils qui gravitent autour. Et pour moi, c'est que du positif. Ces outils vont pouvoir se challenger entre eux, vu qu'il y a de la concurrence, et on va pouvoir attendre et peut-être tirer le meilleur de tous ces outils, quoi, qui vont, tout simplement. Bon, je m'éparpille. Ensuite, le reasoning effort, on peut définir s'il est low, medium, high ou minimal. Donc la capacité de réflexion de l'agent. Pour des tâches avec beaucoup de critères, on a envie qu'ils réfléchissent beaucoup, et pour les tâches avec peu de critères, on n'a pas besoin qu'ils réfléchissent beaucoup. Encore une fois, il faut optimiser les coûts, et voilà, donc là, dans ce cas-là, on est plutôt sur du low. Ensuite, on peut greffer différents outils à cet agent, donc comme n8n. Donc ici, dans un premier temps, on a l'onglet ChatKit, donc là, ça j'en parlerai en second temps, mais c'est tout ce qui est lié, en fait, à l'intégration de cet agent avec votre application ou votre site internet, permettre notamment à cet agent d'échanger avec les informations de votre site, etc. Et de pouvoir aussi connecter un widget à votre site internet, tout simplement. La partie hosted, on a MCP Server dans un premier temps. MCP Server, donc ici, ça va nous permettre de nous connecter à tout plein d'outils via un serveur MCP. Donc si vous voulez savoir ce que c'est un MCP, j'ai effectué une vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle. Donc voilà, vous pouvez la checker juste par ici. et puis voilà, une fois que vous avez checké ça, vous pouvez revenir sur la vidéo. Donc ici, j'ai la possibilité de choisir par exemple un serveur Gmail, et donc vous pouvez connecter votre token et vous connecter. Donc on en a tout plein, donc je vais pas tous les faire, mais on a Shopify, donc intéressant, Shopify Stripe, le combo pour du e-commerce. On voit vraiment quelle direction OpenAI veulent prendre avec cet outil, et donc vraiment un chatbot, voilà tout simplement. On a aussi HubSpot, Box, Pipedream, PayPal. Voilà, vraiment très orienté e-commerce pour le coup, et on a bien sûr les outils classiques d'échange, et bien sûr vous pouvez ajouter un nouveau serveur MCP que vous avez vous-même conçu. Donc si vous êtes honneur de votre serveur MCP, voilà, vous pouvez un peu connecter à tout plein d'outils différents dans ces cas-là. En fait, ça dépend des outils que vous avez connectés à votre serveur. Ensuite, en outil File Search, donc là c'est plus le RAG, ça va être la capacité de l'agent à pouvoir récupérer les fichiers que vous lui avez donnés. Normalement, si vous travaillez pour une entreprise, vous soumettez des fichiers intéressants pour votre entreprise, donc par exemple, imaginons pour un customer support, je ne sais pas, customer support d'un vélo électrique. En fait, vous allez lui donner toute la configuration du vélo électrique, donc en fichier PDF par exemple. Et ensuite, si la personne a un problème avec son vélo, en fait, l'agent va pouvoir solliciter ces documents et voir voilà, d'où vient le problème et comment aider le client. Donc là, vous pouvez upload directement vos fichiers ici, donc soit en fichier PDF, en fichier texte, ou alors vous pouvez directement sélectionner un vector store. Donc vous avez directement la capacité de plugger des bases vectorielles
qui sont directement hostés aussi par n8n. Donc voilà, vous pouvez les retrouver dans la partie storage de votre espace personnel. Ici, vous pouvez créer votre espace vectoriel et vous pouvez du coup y ajouter différents fichiers. Ces fichiers vont être décomposés en vecteurs. Ces vecteurs vont être regroupés plus ou moins proches en fonction de leur sens sémantique. Et voilà, en fait, ce sera plus simple du coup pour l'agent de retrouver les informations que vous lui avez demandées et les informations se rapprochant de ce que vous lui avez demandé. Bien sûr, concernant les espaces vectoriels, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Donc elle est juste ici. Et donc c'est la vidéo qui traite du sujet des RAG. Ensuite, on a la possibilité d'activer le Web Search Tool. Parce que là, votre agent, il travaille qu'avec des informations qui ont été entraînées, des informations qui ne sont pas forcément actuelles. Et donc, pour travailler avec des informations actuelles, il faut lui donner la possibilité de chercher sur le web. Et pour chercher sur le web, on utilise cette fonctionnalité-là, qui ressemble un petit peu à la fonctionnalité que j'utilise sur n8n. Et donc, dans cet outil-là, donc tout est optionnel. Soit on peut laisser comme ça, il va juste chercher sur le web, sans filtre particulier, ou soit on peut lui indiquer de chercher sur des sites particuliers, ou alors d'utiliser une localisation particulière. Donc typiquement, si on crée un agent de support uniquement pour un pays, donc par exemple la Suède, bah dans ce cas-là, on va peut-être indiquer que la Suède pour scraper que des informations d'origine suédoise. Voilà. Ensuite, dans les outils, on a la partie Code Interpreter. Donc ici, tout simplement, c'est pour lui faire tourner du code. On lui soumet des fichiers, on lui soumet du code, et en fait, à partir de ça, il peut traiter les informations et pourquoi pas les ressortir d'une manière transformée et par rapport à ce qu'on a décidé dans le code. Donc là, voilà, c'est pour ceux qui veulent faire des choses très custom et qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc ici, la partie fonction. Donc cette fonction-là, c'est quand on fait une requête API, on lui soumet un body avec les informations qu'on veut lui envoyer. Donc voici les informations. Donc là, on peut lui donner voilà, cet exemple-là. Donc ici, j'imagine c'est pour un site qui donne la météo. On veut récupérer la météo dans une région donnée. Dans ces cas-là, on va dire à l'agent d'envoyer ces informations-là à un endpoint particulier. Et donc, il va interroger le endpoint et nous ressortir les informations basées sur ce qu'on lui a donné dans la fonction. Et enfin, la partie custom, ici, on peut créer des outils. On prend n'importe quel outil qu'on veut. Et le but ici, c'est d'affiner, à mon avis, la précision de l'agent en lui donnant différents outils et en lui disant « Ok, si tu as telle requête, utilise tel outil. » Et dans cet outil-là, en fait, il y aura ce prompt particulier qui sera indiqué. Et donc ça va permettre à l'agent de faire un système un petit peu d'orchestrateur avec voilà, des sous-outils en dessous qui vont lui permettre de réaliser des tâches bien précises. On a ensuite l'output format qui va nous permettre de sortir l'output de cet agent au format texte, au format JSON ou au format widget. Donc là c'est un peu la fonctionnalité qu'ils mettent en avant eux sur OpenAI. On va ici pouvoir ajouter un widget directement et on va pouvoir en créer un. Et juste ici, on va arriver directement sur le widget builder. Donc c'est un autre site, on va dire, d'OpenAI et on va pouvoir directement créer des widgets ou utiliser un widget préexistant. Ici, on a une galerie avec des widgets qui ont déjà été créés et ces widgets-là vont nous permettre de sortir des informations. Donc là, typiquement, je prends le widget de la météo ici. Hop, donc j'ai accès au code de ce widget-là. Et donc je peux du coup l'ouvrir et j'ai accès au code du widget et je peux le download. Une fois que je l'ai téléchargé, je retourne directement sur mon agent builder et je peux cliquer sur le bouton upload juste ici. Je soumets mon fichier et voilà, j'ai accès directement à mon widget ici. Donc là en fait, je vais pas perdre de temps, je vous montrerai tout de suite un exemple. Je peux créer un outil ici, donc, qui est Web Search. J'ai besoin de rien, juste le country, du coup je vais indiquer Danemark, parce que je suis au Danemark, Copenhagen. Parfait. Donc rôle. Tu es un agent météo. Donne la météo à Copenhague en temps réel en utilisant l'outil Web Search. Voilà. Hop, on peut les connecter et je pense qu'on peut tester déjà. Quelle météo il fait aujourd'hui? Donc on peut voir qu'il récupère la météo à Copenhague justement, il utilise la fonctionnalité Search Web. On peut voir ici que du coup il m'a bien sorti les bonnes informations sur le widget, donc 14 degrés, la région, la ville et l'information comme quoi le ciel est nuageux. Et on peut voir que ces informations elles sont cassées en termes d'image et en termes de fond. Pourquoi? Parce que tout simplement si je vais sur mon widget, donc là c'est le widget météo que j'ai utilisé, en fait on envoie les informations suivantes à ce widget là. Donc l'endroit, San Francisco, donc c'est ce qui ressort ici. Donc là, il a bien mis pour le coup Copenhague, Danemark, donc c'est parfait, c'est pour ça que c'est bien ressorti.
Pour la partie ensuite description, conditions, il a mis les bonnes informations et la température, il a bien mis la température adaptée. Donc ciel nuageux et 14 degrés, donc c'est pour ça que ça ressort bien. Par contre, pour tout ce qui est background et pour l'image ici, donc background, il a mis cloudy, c'est pas ça qu'on veut, et image, il a mis cloudy. Là, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est que nous, de notre côté, dans notre base, dans une base de données, on héberge les bonnes images avec tous les types de météo, que ces URL-là soient accessibles de ces images-là, et qu'ensuite, on lui dise, en fonction de telle météo, tu mets telle URL d'image. Et pareil pour le fond aussi, en fonction de telle météo, tu mets, par exemple, s'il fait gris, tu mets ce background-là, avec voilà, un fond qui est gris. Et si, par exemple, la météo, elle est ensoleillée, dans ce cas-là, tu utilises le background qui est juste ici, hein. Donc ce gradient ici. Donc voilà, ça demande un petit peu de config derrière, un petit peu de manipulation, mais on peut voir que ça se fait rapidement d'avoir un widget quand même qui fonctionne bien. Et si on développe la partie plus ici, donc on a tout plein de paramètres. Donc verbosité, en fait c'est la capacité de l'agent à répondre des longues phrases ou des phrases courtes en fonction de ce qu'on veut. Si on veut un agent qui soit clair et concis, on préfère mettre ça en low par exemple. Cette fonctionnalité là, summary, c'est si on veut voir la réflexion de l'agent. Donc vous savez, c'est comme quand vous activez le Extended Thinking sur un Claude par exemple, vous avez la petite réflexion de l'agent qui apparaît au tout début quand vous lui soumettez sa requête. Et donc là, elle est activée et ça permet de voir comment l'agent réfléchit. Bien sûr, à la fin, on peut la désactiver si on veut. Ici, ce qui permet de configurer la réponse de l'agent dans le chat. Est-ce qu'on va voir la réponse dans le chat? Est-ce qu'on va voir les sources dans le chat aussi? Donc là, c'est pour configurer un petit peu l'aspect front-end directement. Qu'est-ce que voit le client sur le chat? Et enfin, là, des petits paramètres pour est-ce qu'on continue dans le flow même s'il y a une erreur? Et ici, est-ce qu'on enregistre l'historique de conversation? Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est fonctionnalité au niveau de l'agent. Ensuite, on a le bouton End, donc tout simplement, pas de surprise ici, ce bouton-là, c'est celui avec lequel on conclut un workflow. Dans cet output-là, on peut définir du coup un schéma JSON, donc des informations qui vont ressortir de ce workflow et qui vont potentiellement pouvoir être exploitées par la suite. Donc là, voilà, on peut rajouter donc des propriétés et leur attribuer des valeurs. Donc voilà, hop, je peux connecter ça comme ça déjà. Donc voilà, là j'ai un workflow, je discute avec mon agent, et à la fin, mon agent me répond et m'output des valeurs particulières qui vont me permettre peut-être d'interagir, je ne sais pas, plus tard avec d'autres workflows. Ici, les notes, donc là c'est des sticky notes, vous connaissez. Il n'y en a qu'en jaune par contre, ça c'est un scandale. Je veux d'autres couleurs moi. File search ensuite. Hop, donc là c'est pour chercher dans une base vectorielle. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut stocker des fichiers dans une base vectorielle, et donc ici on peut interroger du coup cette base vectorielle. Donc la base de données vectorielle, comme je vous ai dit précédemment, ça va nous permettre de chercher des informations qui ont été décomposées en vecteurs, et ici on peut indiquer le nombre max de résultats qu'on veut récupérer, et ici c'est la query. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est pour notre entreprise de vélo, on peut connecter ça à un agent. Cet agent-là, en fonction de la demande utilisateur, nous rédige une query de recherche, et ensuite cette query-là, on va directement l'envoyer ici, et dans la query, on indique l'output texte de l'agent. Voilà. Et donc là, du coup, on va avoir une recherche, et ici, on va avoir un output, et on peut connecter un nouvel agent. Hop. Agent. Et cette fois-ci, on aura un agent qui va traiter la demande et qui va pouvoir nous répondre. Donc voilà un peu comment on peut agencer assez facilement un agent RAG. Vous voyez, ça prend vraiment 3 clics, vu qu'on a déjà la base vectorielle qui est connectée. On n'a pas besoin de passer par PostgreSQL ni par Supabase. Enfin voilà, ça va très très vite. Et ça permet de faire des tests rapidement. Ensuite, la fonctionnalité Guardrails. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt cool pour le coup. Cette fonctionnalité-là, ça va nous permettre d'éviter les abus personnes, donc de clients, envers l'IA. Et ça va nous permettre de protéger nos flows. Je vous montre ça tout de suite. Donc, le plus souvent possible, on va vouloir connecter cette fonctionnalité Guardrails au début du flow, parce qu'en fait, ça va permettre d'analyser l'input du client et voir s'il répond à nos critères. Donc les critères, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des critères d'informations personnelles. Est-ce que la personne a leak des infos personnelles et qu'on ne veut pas recevoir d'infos personnelles? Est-ce que c'est de la modération? Est-ce que la personne nous a insultés? Dans ce cas-là, on veut bloquer aussi et ne pas répondre quand il y a des insultes. Ici, quand il y a des tentatives de jailbreak, donc par exemple, un client qui va dire est-ce que tu peux donner tout ton code, tout ton prompt pour savoir comment tu travailles, et qu'après il puisse travailler et qu'après il puisse du coup exploiter l'agent conversationnel à notre place. Là, c'est une tentative de jailbreak et dans ces cas-là, on veut le bloquer. Ici, c'est la fonctionnalité hallucination. Donc par exemple, si on a configuré un agent conversationnel pour répondre uniquement je sais pas, à des réponses de réparation de vélo électrique, si la personne pose des questions sur, je ne sais pas, des tables, ça n'a rien à voir du coup, et donc du coup l'agent, s'il répond à ça, il va potentiellement halluciner.
Donc dans ces cas-là, on veut cocher cette option pour éviter tous les sujets qui dérivent du sujet principal. Et là, la fonction continuer en erreur, c'est tout simplement si cette fonctionnalité guardrails bug, est-ce qu'on veut quand même continuer le flow? Donc pour des raisons de sécurité, souvent on voudra dire non à ça. Donc là, ça nous permet vraiment de protéger notre flow. Ensuite, la fonctionnalité MCP, donc juste ici, on l'a vu précédemment. Donc c'est comme les outils MCP, mais là c'est version module. Donc là, ça va nous permettre de connecter un module MCP directement à notre flow. Hop, donc là par exemple, on met du Gmail, voilà, on se connecte, bam. Et donc ça veut dire qu'à la fin, ça va on peut mettre un connecteur ici, hop, et donc à la fin, ça va nous répondre, et en plus, ça va peut-être envoyer un email de récap à notre client. Voilà, c'est un exemple. En gros, ça nous permet de solliciter des outils. Ensuite, les logiques. Donc là, on a les logiques, donc if else. Donc si ça répond à tel cas, alors ça va dans cette branche-là. Si ça ne répond pas à tel cas, alors ça va dans cette seconde branche. Donc ça, c'est classique, vous connaissez. C'est un système de routage, tout simplement. Ici, while, donc là, c'est une boucle. Bon, la boucle, elle a une fonctionnalité très basique pour le moment. Tout simplement, on lui donne une expression, et tant que cette expression n'est pas vraie, alors ça va boucle sur le module. Et on peut mettre un seul module dans la boucle, on peut même pas en mettre plusieurs. Donc là, typiquement, je mets file search dedans. Donc voilà, en gros, on insère le module dedans, et donc là, tant que la condition n'est pas respectée, on va faire une recherche dans notre base vectorielle. Donc là, c'est un exemple assez basique. Mais voilà, la boucle est vraiment très simple pour le moment et on ne peut pas faire grand chose avec, hormis répéter plusieurs fois le même module parce qu'on peut mettre qu'un seul module dans cette boucle là. Bon, j'ai clean un petit peu le canevas parce qu'on avait partout. Ensuite, on a l'user approval. Alors là, le but de cet outil, c'est de demander au client s'il est d'accord pour continuer dans la suite du workflow. Donc là, typiquement, je ne sais pas si vous avez créé un agent conversationnel pour faire du support lors de l'achat sur un site. Le client a posé une question. L'agent lui a conseillé du coup un produit, il l'ajoute au panier, et là par exemple il peut demander « Ok, je vous ai ajouté ce produit au panier, est-ce que vous voulez continuer dans la poursuite de votre achat ?» Donc voilà, ça peut être une possibilité, et dans ces cas, le client peut dire « Non, je veux continuer à rechercher des produits », ou alors « J'accepte et je veux passer directement au paiement de mon produit ». Encore une fois, c'est très focus sur du conversationnel. Enfin, on a les deux derniers modules qui sont focus autour de la data. Donc on a les modules transform et setState. Transform, tout simplement, comme le nom l'indique, ça va nous permettre de transformer la donnée. Donc par exemple, si on veut modifier la valeur d'une variable qui existe déjà, on va passer par ce module-là. Si par exemple, dans une discussion, on veut compter le nombre d'échanges de messages qu'il y a eu à chaque message, du coup, on va rajouter +1 à la variable. Et voilà, donc on va utiliser cette fonctionnalité-là. SetState, lui, de son côté, ça va nous permettre de créer des variables. On va créer la variable initiale qui va nous permettre de compter par exemple ce nombre de messages là, on va passer par setState pour la créer. Ou alors on va passer directement par le module start qui va nous permettre de créer notre variable. Et comme je vous ai montré précédemment, sur ce module là, on a la fonctionnalité state variables et on peut ajouter directement des variables. On a fait un petit peu le tour maintenant de toutes les fonctionnalités principales de cet agent builder. Et maintenant voilà, ce que je vous propose, c'est de voir un ou deux templates pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce que OpenAI nous a concocté. Et puis on voit ça tout de suite. Hop, toi, je t'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Bon, du coup, quel template je vais pouvoir vous présenter? Alors, donc on en a plusieurs. Moi, celui qui m'intrigue directement, c'est le Customer Service juste ici. Donc là, ça ressemble à ça, du coup, un workflow qui sont déjà préparés. Alors, donc, on débute le workflow. L'input, c'est juste le message qu'on va envoyer à ce workflow, donc via l'espace de chat. Ici, directement, ils ont mis un jailbreak. Ici, ils ont activé la fonctionnalité jailbreak. Donc, c'est pour éviter qu'on puisse craquer l'agent, pour éviter d'avoir tout plein de problèmes. Et si ça fail, du coup, ça met directement fin au flow. Et si c'est validé, on va directement dans l'agent de classification. Ici, on va classifier la demande de l'utilisateur en fonction des catégories suivantes. Soit si on veut rendre un item, soit si on veut annuler la souscription, ou soit si on veut des informations. Donc là, pour la mise en contexte, il s'agit bien d'un agent de support client sur un site internet, j'imagine. Donc soit on veut retourner un item qui nous a pas plu, soit on va annuler notre abonnement parce que voilà, ça coûte trop cher, comme Netflix par exemple, ou alors on veut récupérer des informations. Ok, donc en fonction de ça, ils ont mis une condition, donc la fonctionnalité if else. Donc si c'est returning item, on va sur l'agent de retour, etc., etc., en fonction des agents. Return agent
Offer Replacement Device with Free Shipping, qui est intéressant. Donc en gros, il est possible de remplacer un produit avec Free Shipping, donc livraison gratuite. À savoir que je pense qu'on peut optimiser cet agent-là déjà. Typiquement, si vous avez une entreprise, vous avez, j'imagine, des conditions générales d'entreprise et des conditions dans ces cas-là. Quoi faire si voilà, un client veut rendre un produit. Et dans ces cas-là, j'imagine que dans les outils, vous pouvez mettre directement un petit file search ici. Et en fait, vous allez pouvoir greffer toutes vos conditions d'échange et de remplacement de produit. Et ça va permettre à cet agent-là d'interroger directement ces conditions et de répondre en fonction des conditions de votre entreprise. Voilà, donc ça c'est déjà une petite amélioration qu'on peut faire. Ici, un agent de rétention. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait un peu ici. Donc là, c'est si le client veut annuler sa souscription, il va lui proposer des offres pour retenir ce client et pour pas qu'il s'en aille, tout simplement. Et dans ces cas-là, ils vont donner une petite fonction avec toutes les offres de rétention de l'entreprise que l'agent peut utiliser pour répondre aux clients. Donc ici, pour l'agent informationnel, ici, il doit juste répondre aux clients et ils lui ont donné du coup les informations concernant l'entreprise. Et voilà, si ça respecte aucune de ces conditions, fin du flow. Et pour la partie agent donc de retour produit, cet agent-là va soumettre du coup une possibilité au client et ce client-là peut approuver ou pas. Et voilà, et donc là c'est juste une démo, donc après ils ont mis fin du flow. Et on imagine que s'il approuve, alors dans ce cas-là, tu peux envoyer peut-être un document avec toutes les informations pour envoyer le colis, les informations à imprimer potentiellement. Et donc là j'imagine qu'ensuite on peut mettre une décision. Donc si la personne accepte cette rétention, alors dans ces cas-là, on peut mettre un MCP, Stripe, et donc là on peut faire en sorte de créer un lien de paiement pour que la personne, cette fois-ci, souscrivent à une autre offre qui est peut-être moins chère, mais au moins on garde le client. Et si la personne veut tout simplement partir, alors dans ces cas-là, on peut utiliser la fonctionnalité Manage Subscription et du coup annuler la souscription du client. Donc ça c'est assez pratique pour le coup qu'il y ait une connexion avec Stripe directement parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par Stripe, on a du PayPal aussi. Voilà, donc là c'est un petit peu ce qu'on peut faire globalement en Customer Support. Est-ce qu'il y en a un autre par exemple? Template, Internal Knowledge Assistant par exemple. Ok, donc là on commence encore par un input de texte, donc juste une discussion. Ensuite, ils veulent corriger du coup la demande utilisateur. Ils veulent la reformuler pour que ce soit plus, pour que ça corresponde plus à la base de données. Intéressant. Je vois pas trop comment ils veulent reformuler la demande utilisateur. En gros, la personne soumet une requête et ensuite on reformule pour que ça matche mieux ensuite avec la recherche dans la base de données, pourquoi pas certain. Et après ensuite, du coup, il y a la possibilité de classifier la demande utilisateur, d'aller plus sur du QA ou du fact-finding. Donc en gros, on a deux possibilités de répondre à la demande du client, deux outils différents. Donc voilà, c'est un peu pour une démo, j'imagine. Et ensuite, là, on a un agent, si ça correspond à aucun des deux, il demande au client de reformuler sa demande pour pouvoir ensuite passer sur le bon agent. Ok, donc là, ce sont deux exemples plutôt simples que nous ont donné OpenAI. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est quand même assez simple, assez basique ce qu'on peut faire. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'automatisation, alors franchement, c'est plutôt cool, parce que vraiment, il n'y a pas 36 000 modules, tout est assez fluide, assez dynamique, tout est assez accessible globalement. Donc, je vous invite à tester, peut-être pour faire vos premiers pas dans le domaine de l'automatisation, donc ça peut être plutôt pas mal. C'est vrai que N8N à côté, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte, beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de malléabilité. Vous pouvez tout mettre en code aussi si vous voulez, vous pouvez self-hoster, donc c'est sûr que les deux outils sont pas comparables pour moi. Pour moi, ça se ressemble pas mal à un VoiceFlow un petit peu dans le thème. Je sais pas si vous connaissez VoiceFlow, mais vous pouvez créer des agents vocaux, et en vrai, ça ressemble un petit peu en termes d'un petit peu d'automatisation, je trouve. Et c'est même plus simple que VoiceFlow pour le coup. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant, on perd pas de temps et on va créer un workflow. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, ce que je voulais absolument créer, c'était un workflow donc d'aide à l'achat pour un coffee shop. Moi, faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est café, tout ce qui est thé, etc. J'adore bosser en décafé, je sais pas pour vous d'ailleurs, mais voilà, j'aime bien ce côté un petit peu cosy dans les bars, etc. Ce côté un peu chaleureux, on va dire. Et du coup, je voulais faire en sorte de créer un agent où on commande en fait directement avec l'agent, tout simplement. Donc, ce que je veux faire, c'est un agent qui dit bienvenue au client, donc bienvenue sur notre coffee shop. Qu'est-ce que vous voulez boire aujourd'hui? Là, le client, il dit qu'est-ce que vous avez qui correspond un petit peu à tel critère, tel critère, tel critère. L'agent ensuite répond on a telle boisson, est-ce que ça vous convient? Donc là, oui, non. Et si ça nous convient, j'ai envie que ça lance un paiement pour pouvoir directement commander et le recevoir. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie d'essayer de créer, parce que j'ai vu en même temps qu'il y avait le petit widget juste ici.
C'est où déjà? Output format, voilà. Donc widget et créer, tac, galerie. Et voilà, ce petit widget juste là, ça va donner envie, donc j'ai envie d'essayer. On va faire ça tout de suite. On va essayer de construire cet agent et voir si ça fonctionne ou pas, ou si c'est un gros fail. Alors, donc dans un premier temps, donc, le bouton Start. Ici, l'input, ça va être la demande du client. Pour l'instant, on est bon. Ensuite, agent. Donc là, ça c'est le agent d'accueil, on peut dire ça. Agent d'accueil. La marque, je vais l'appeler Café Coffee. Je vais l'appeler Coffee. K-O-F-I. Est-ce qu'on peut mettre des emojis ou pas? Oh, on peut mettre des emojis. Hop. Voilà, parfait. Donc là, pour les instructions classiques, j'écris tout en Markdown à chaque fois. Markdown, donc c'est un peu comme de l'HTML, mais en simplifié. Un hashtag, ça équivaut à du H1, 2 hashtags à du H2, 3 hashtags à du H3. Donc vous pouvez comme ça hiérarchiser l'importance de vos différentes parties. Donc là, vu que j'ai mis un seul hashtag, c'est du H1, donc c'est un gros titre, donc c'est une information que je veux que l'agent retienne. Donc, je veux qu'il retienne son rôle particulièrement. Tu es un agent d'accueil pour notre marque de coffee, shop coffee. Ton rôle est de recevoir chaleureusement le client et dans la bonne humeur. Ok. Donc on peut lui mettre du GPT-5 mini, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un modèle très important, et pour Reasoning for Low, ça suffit aussi. Donc là, je lui ai demandé d'améliorer le prompt, ce qui n'est peut-être pas hyper opti, donc voilà. On a la capacité d'améliorer le prompt directement en cliquant sur le petit crayon à droite. Donc voilà, il m'a vraiment rédigé un long prompt. Par contre, il m'a retiré mes informations, donc je lui remets rôle. Donc tu es un agent d'accueil virtuel pour la marque de Coffee Shop Coffee, ta mission est d'accueillir chaleureusement chaque client avec bonne humeur et enthousiasme. Ça c'est plus une partie règle. Voilà. Ça, on s'en fout. Les exemples, c'est bien. Output format, c'est bien. On peut garder ça. Ok, qu'est-ce que j'oublie? On peut mettre un guardrail, du coup, pour nous protéger, pour pas se faire harceler. On va mettre modération. On veut de la modération. Jailbreak aussi. Hallucination aussi. Et on va activer continue en erreur. Ok, donc si ça passe, on va directement sur l'agent d'accueil. Si ça fail, on est sur un end, voilà, comme cela. Et en erreur, là, on va mettre un autre agent. Parce que du coup, si ici il y a une erreur, on a envie de continuer, mais on n'a pas envie que ça plante. Agent correcteur. Instruction. Juste instruction, parce que là, on n'a pas besoin de donner un rôle. Demande à l'utilisateur de reformuler sa demande. Voilà, nickel. Et donc là, on met un end. Voilà, on a quelque chose comme ça. Donc si ça passe, on passe à l'agent d'accueil. Si ça fail, on arrête. Et si ça ne respecte pas les conditions de protection, alors on demande à l'utilisateur de reformuler sa demande. On peut tester tout de suite. Hello. Alors donc là, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Post moderation, type invalid request error. Alors je reviens vers vous, parce que voilà, j'ai apporté quelques petites modifications, et aussi il y a une erreur, je n'ai pas trouvé pourquoi ça buguait tout simplement. Alors déjà, la petite modification que j'ai fait, c'est que la partie fail cette fois-ci, j'ai conduit la partie fail, donc qui ne respecte pas le guardrails dans l'agent correcteur directement, pour demander à la personne de rephrase si la personne a envoyé n'importe quoi au début. C'est plus logique en vrai. Et ensuite, dans un second temps, en output, j'ai bien indiqué le format texte, et j'avais indiqué le format widget au début, mais je veux output un format texte dans l'agent d'accueil. Ensuite, moi ce qui buguait, c'est au niveau du guardrails. Dès que j'activais la partie modération, en fait le fait d'activer cette fonctionnalité là, ça faisait bugger le guardrails, donc je l'ai désactivé là pour la démo. Je ne sais pas comment faire pour corriger ça pour le coup. Bref, donc là j'ai juste mis de faire attention lorsqu'il y a des informations personnelles qui sont envoyées, donc particulièrement tout ce qui est information de carte bleue, tout ce qui est bank account, etc. Et ensuite jailbreak qui est activé aussi pour éviter de prendre le contrôle de l'agent. Donc là je peux faire le test maintenant, je lui envoie hey. Donc là on peut voir que le guardrails a bien été validé, juste ici. Et que ensuite on est bien sur l'agent d'accueil Coffee. Bonjour et bienvenue chez Coffee, je suis ravi de vous accueillir, puis-je vous aider à choisir une boisson ou prendre votre commande. Donc voilà, super, donc on va passer à la suite du flow. Donc là, ensuite, il faut que je crée un agent qui permet d'avoir la carte du menu. On va l'appeler Barista. Barista Coffee. Hop, rôle, tu es le détenteur de la carte des boissons de la marque Coffee. Ton rôle est d'aiguiller l'utilisateur.
en fonction de sa demande. L'objectif est de lui recommander la boisson la plus adaptée à son besoin. Donc là, outil, on va lui ajouter un outil File Search, et là je vais upload, du coup, je vais créer une carte des boissons, et que je vais créer du coup en format PDF, et je vais l'upload directement sur l'outil. Donc juste ici, j'ai créé une carte des boissons, donc j'ai utilisé l'IA pour la générer, avec chacune des boissons, la composition, la taille disponible, quels sont les arômes dominants, et le profil de la boisson. Donc là, j'en ai créé une dizaine, et je vais pouvoir lui soumettre ce PDF. Hop, donc là je lui donne le PDF, il est en train de s'upload, je l'attache, parfait. Est-ce que je peux le renommer quand même? Ah, du coup c'est là automatiquement installé en Vector Store, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et du coup je vais l'appeler carte, tout simplement. Et donc là je lui dis carte, utilise cet outil pour récupérer les boissons disponibles. Et instruction, si l'utilisateur n'a pas émis de besoin ou préférence particulière, lui donner la carte avec toutes les boissons. Donc, ensuite, si l'utilisateur a émis un besoin particulier, une préférence en termes de goût, utilisez l'outil carte pour retrouver la boisson adaptée et lui proposer. Une règle répond en français. Ok. Donc là, j'ai oublié de rajouter une fonctionnalité. Si c'est validé, donc si le Quadrails est validé, je vais rajouter un agent dispatcher. Donc l'objectif, ça va être de dispatcher les informations. Je vais l'appeler agent dispatcher. Donc je vous explique le plan. Si la personne dit bonjour et qu'elle n'avait pas d'envie de café particulière, elle dit juste bonjour par exemple, alors on va aller directement sur l'agent d'accueil Coffee, qui va lui donner la carte des boissons. Et après on va end le flow. Si la personne dit bonjour et émet une envie de boisson particulière, alors on va aller sur le barista Coffee et lui faire une proposition de café. Si la boisson lui plaît, on passe à la suite du flow. Et dernier cas, si la personne sait directement quelle boisson prendre, on va aller sur un troisième agent qui va chercher la boisson et le prix, et pour pouvoir passer au paiement. Voilà, ça c'est un peu l'objectif. Donc on connecte l'agent dispatcher, donc tu es un agent dispatcher, et gestionnaire d'un coffee shop. On lui dit aussi ton rôle est de juste dispatcher au bon agent en fonction de la demande utilisateur. Ok. Instruction, si le client n'émet pas de préférence particulière pour une boisson ou ne demande pas de boisson, output la valeur carte. Si le client émet une préférence en termes de boisson, sans pour autant en choisir une précisément, par exemple, il dit qu'il aime bien les boissons sucrées ou à base de thé, alors le diriger vers l'agent barista et output barista. Si le client a déjà choisi sa boisson précise, alors output commande. Voilà. Output format JSON. Et donc là, on va output au format JSON et on va mettre la valeur choix. Donc là, j'ai output en JSON pour pouvoir utiliser la valeur dans la suite du flow. Exemple d'output. Et donc là, je vais mettre barista. Voilà. Nickel.
Dans la output format, cette fois-ci, je choisis JSON, j'add un schéma, response schéma, donc là je mets choix, la propriété, choix, faut que je choisisse enum, et donc les valeurs possibles, il y a carte, barista et commande. Et donc dans le if else, je le connecte, et ici, j'ai bien la valeur choix. Si choix est égal à commande carte, alors on va dans le premier, je copie-colle. Si choix est égal à barista, on va dans le deuxième, et sinon, on va dans le troisième, et donc c'est commande. Voilà, donc là on a carte, barista et commande. Voilà, en else on a la fin du flow, carte on connecte celui-là, barista et commande qui n'est pas encore prêt. Donc après l'agent coffee, c'est juste l'agent d'accueil, donc on met un end, hop, je modifie mon premier, donc l'agent d'accueil, pour qu'il donne la carte directement. Et voilà, elle va présenter la position de la marque dès le premier contact. Aussi, tu peux lui donner la carte des boissons directement. Utilise pour cela l'outil carte. Donc là, je rajoute l'outil carte. Hop, je le renomme en carte. Parfait. Ok, donc là, ça c'est nickel. Pour le deuxième, et output format, du coup, output uniquement la boisson sélectionnée avec ses caractéristiques et son prix, et demande à l'utilisateur si c'est bon pour lui. Voilà, parfait. Et donc là, on va mettre un user approval maintenant. Hop. Dans l'user approval, dans le message, on va mettre est-ce que cette boisson vous convient? Si c'est oui, on passe au paiement. Si c'est non, on end à ce moment-là. Et si c'est bon, on peut passer en Stripe du coup, directement. Je sais pas si ça fait en Stripe des cafés, mais... Ok, donc là, on va dire qu'on rajoute une secret key, hein, c'est pas très grave. Donc là, on va mettre paiement boisson. Connect. Bon, on va dire qu'il y a un paiement Stripe juste ici. J'ai la flemme de le faire. Donc là, on va dire que c'est Stripe. Hop. Ah, mais du coup, j'ai pas utilisé le widget. Bon, c'est pas grave, on va juste tester comme ça. Et pour la commande, carte, c'est parfait. Donc là, c'est commande coffee. L'utilisateur sait ce qu'il veut. Il a demandé une boisson. Retrouve la boisson de l'utilisateur dans la carte et propose-lui. Indique ses caractéristiques et son prix dans l'output. Ok, donc là on va faire la même chose. Est-ce que ces boissons vous convient? Si oui, on part en Stripe. Sinon, on termine le flow. Voilà. Le workflow de la mort est prêt. C'est super. Bon, il ne reste plus qu'à tester ça. Hello. Donc là, théoriquement, il est censé aller sur l'agent d'accueil. Super, il va sur l'agent d'accueil. Il va voir que le choix de carte a bien été sélectionné. Donc là, il est censé me proposer le menu des boissons. Super. Donc bonjour, bienvenue chez Coffee. Je suis ravi de vous accueillir ce matin. Je peux vous aider à choisir ou prendre votre commande quand vous êtes prête. Et donc voilà, il me propose la carte des boissons. Je suis chaud pour le matcha frappé coco. Donc on peut voir que c'est bien tous les produits que je lui ai indiqués aussi dans mon document que je lui ai fourni dans la base vectorielle. Donc là, je lui ai soumis que je suis intéressé par cette boisson-là. Donc là, théoriquement, je suis censé aller directement dans la partie commande parce que j'ai émis précisément la boisson que je voulais. Donc là, on va voir s'il va bien aller sur la commande. Il va bien dans la partie commande. Et donc là, il est censé me proposer la demande avec approve ou reject. Donc là, super, il m'a bien remis toutes les caractéristiques de cette boisson-là. Pour le prix, c'est ma faute, je ne l'ai pas indiqué dans le document. Donc là, c'est normal. Et donc là, est-ce que cette boisson vous convient? Donc là, je dis oui. Et donc là, on est censé partir en paiement Stripe, qui n'est pas le cas. Donc là, on voit bien que le MCP a été enclenché.
et que donc, dans ce cas-là, on partirait sur un paiement Stripe normalement. Donc voilà un petit peu comment on a pu automatiser tout ce système de commandes directement via une interface de chat. Donc on peut vraiment imaginer ça dans une application et on peut vraiment faire une V1 assez rapidement. Donc ça c'est l'avantage de cet outil. Et donc là on peut imaginer aussi pour le fun, ce que j'aurais pu faire, donc c'est au lieu de faire une interface comme ça, c'est que là l'output, au lieu de faire une interface qui redonne du coup le nom et les caractéristiques de la boisson et me demande de l'approuver, j'aurais pu utiliser le petit widget justement. Si je vais ici dans widget, hop, je vais dans galerie et j'avais ce petit widget là. Donc là en fait ça aurait pu ajouter directement la bonne boisson avec le prix et ça remplace en fait la demande d'approbation, c'est quelque chose de plus sympa pour un e-commerce, notamment pour un coffee shop. J'aurais pu cliquer directement sur Purchase ou Add to Cart. Donc là, j'avais juste à copier le code, je le télécharge. Hop. Ici, je récupère bien les informations qu'il faut que j'envoie. Donc là, en fait, quand il va chercher les informations de la base de données, il va récupérer le nom de la boisson, il va récupérer du coup les informations, donc comme le prix et comme bien sûr les caractéristiques de cette boisson-là, donc le volume, etc. Et enfin, du coup, on peut faire en sorte de calculer un montant et de rajouter ça directement dans le widget pour le faire apparaître. Et après, j'avais plus qu'à upload directement ce widget, hop. Et voilà, donc ensuite, il ne me reste plus qu'à le paramétrer et à lui envoyer les bonnes informations. Et tout ça, on a juste à le notifier dans le modèle d'LLM, tout simplement. Bon, j'espère que tu as apprécié ce tuto et que maintenant tu comprends un petit peu mieux comment fonctionne Agent Builder d'OpenAI et que tu peux voir aussi quelles sont un petit peu ces différences qu'il a avec n8n. Dans tous les cas, je pense pas que je referai d'autres vidéos sur Agent Builder pour le moment, car j'attends qu'il y ait de nouvelles features et que l'outil soit un petit peu plus développé pour approfondir le sujet. Et dans la suite des vidéos, on verra plutôt d'autres tutos n8n et d'autres techniques d'automatisation pour automatiser toujours plus vos process et vous rendre votre vie plus facile. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez, à plus.